Nous accueillons Pierre Alorand. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le doyen de la fac de droit d'économie et de gestion, mais aussi politologue. Et c'est avec cette fonction que justement nous allons commenter déjà le débat là, qui vient d'avoir lieu. Le moins que l'on puisse dire, Pierre Alorand, c'est qu'il était de meilleure tenue que celui de mercredi dernier. Ah oui, tout à fait. Les deux interlocuteurs ont montré qu'on pouvait débattre, même en n'étant pas d'accord bien sûr sur l'essentiel des questions, sur le fond, mais que la politesse pouvait être une qualité française et européenne. Pourquoi alors Marine Le Pen a-t-elle eu cette attitude agressive ? Il y a beaucoup d'explications qui circulent depuis ce débat, y compris psychanalytique. C'est vrai que parfois, en fermant les yeux, on pouvait entendre son père. Donc l'avant des diabolisations, c'est très étonnant et même presque suicidaire. Comme attitude, parce que par rapport à sa stratégie, depuis maintenant des années, effectivement, elle a totalement cassé son image. Alors, sa stature présidentielle, je ne sais pas, parce que je ne suis pas sûr qu'elle l'ait atteinte un jour. Elle a peut-être aussi cogné sa tête contre le plafond de verre de l'incompétence. Effectivement, c'était assez sidérant de ne pas même avoir préparé. Alors, il y a eu le ton, bien sûr, extrêmement agressif. Au début, ça pouvait se comprendre que son accroche soit effectivement agressive et reprenne un petit peu tous les poncifs de sa campagne sur le banquier, Hollande, JR, etc. Mais faire 2h30 d'émission là-dessus, c'est vraiment prendre les Français pour un peuple peu adulte. Et donc, ça n'a pas fonctionné. Elle n'a pas dit un mot de son programme. Alors une question que j'ai posée tout à l'heure au candidat, est-ce que ce débat va avoir une influence, à l'inverse des autres débats précédents, sur l'électorat du second tour ? Écoutez, j'ai été interrogé plusieurs fois sur la question avant et après le débat. Je pensais plutôt que non. Mais finalement, à la réflexion, je pense que la contre-performance a été tellement nette que, alors entendons-nous, sur l'électorat véritablement quasiment militant du Front National, non, bien sûr, ça ne va pas faire changer le vote. En revanche, en particulier sur l'électorat de premier tour de François Fillon, soyons précis, je pense que ceux qui étaient tentés de voter Marine Le Pen, en conscience ne le feront pas, se disant que véritablement on ne peut pas lui confier les clés de la France. Elle a monté une telle incompétence, en particulier vous y êtes revenu tout à l'heure, sur la question de l'euro, passage à l'euro, ou bien la confusion avec l'écu, le panier de monnaie, le serpent monétaire européen. Excusez-moi de parler cette fois en tant que doyen de la faculté de droit, économie, gestion. Un étudiant de première année de droit ou d'économie qui fait une copie pareille, on lui met entre 0 et 1. C'était consternant. Et les électeurs de M. Mélenchon, certains étaient partagés entre le fait de s'abstenir ou de voter Macron, mais reculons, disons les choses. Il peut y avoir un effet paradoxal ou même pervers, parce que d'abord, Emmanuel Macron, et je pense qu'il a eu raison, puisqu'il était dans la position de favori, a fait très peu de gestes vis-à-vis des électeurs de premier tour de M. Mélenchon. De plus, comme l'écologie n'a pas été traitée, il n'a pas pu faire certains gestes, alors que ailleurs, interrogé par exemple sur les radios, il a pu faire quelques avancées sur la démocratie participative, qui, on le sait, tient à cœur par exemple à Nicolas Hulot, etc. Sur également la transformation du Conseil économique, social et environnemental en une chambre beaucoup plus active et faisant la part belle aux associations environnementales. Mais je pense que les électeurs de premier tour de Jean-Luc Mélenchon peuvent au contraire se dire finalement c'est plié. Étant donné la contre-performance de Mme Le Pen, Emmanuel Macron sera élu et donc autant mieux vaut qu'il ne soit pas trop bien élu. Il peut y avoir ce calcul en tout cas. Et puis certains autres diront effectivement c'est pas possible. Enfin le choix est quand même net. Alors c'est vrai que sur les débats présidentiels précédents, il y avait toujours la petite phrase « vous n'avez pas le monopole du cœur » ou « l'homme du passif ». Est-ce que là, il y a eu des petites phrases que vous avez retenues ? Il y a eu des petites phrases. Alors, qu'est-ce qu'on va garder ? Et on sait bien qu'elles sont préparées. Alors, on retiendra de Marine Le Pen probablement, parce que c'était peut-être son meilleur bon mot, même s'il est très critiquable sur le fond, que la France va être gouvernée par une femme, vous l'avez repris tout à l'heure, soit moi, c'est peu probable, soit Madame Merkel. Effectivement, ça avait été préparé par ses équipes qui avaient travaillé là-dessus. Et puis du côté d'Emmanuel Macron, j'ai trouvé particulièrement réussi sa conclusion. Alors il est vrai que de manière stupéfiante, Madame Le Pen a raté complètement la fin de l'émission. Carte blanche, non, j'ai rien à dire. Je continue à taper sur la personnalité d'Emmanuel Macron, alors qu'elle l'avait fait depuis 2h15, c'était peut-être pas la peine. Et puis, elle a même raté sa conclusion, alors que lui a rappelé que finalement, le Front National, le père, la fille, même la petite fille, se nourrissait finalement du malheur social et qu'elle était un parasite du système. Et
la formule a fait mouche, d'autant plus que finalement, cela reprenait, de manière un peu subliminale, les attaques de M. Poutou lors du débat du premier tour, disant finalement, vous êtes du système, vous profitez du système, vous profitez de l'immunité parlementaire, vous êtes une héritière, vous êtes une milliardaire, vous n'êtes pas la représentante du peuple. Donc là, je pense que ça a pu faire mal. Puis effectivement, il y en avait un qui présentait son programme, qui était dans la stature présidentielle, et l'autre qui était déjà dans l'opposition. Donc c'était très clair. Elle s'est même pas adressée aux Français à la fin, ce qu'a fait Emmanuel Macron. Et puis l'attitude corporelle, physique, oui. C'est-à-dire, bon, évidemment, tout le monde l'a noté, y compris les humoristes, bon, les fameux dossiers de couleur, c'était quand même extraordinaire. Remarquez, c'est peut-être un progrès si enfin le Front National aime bien une société bigarrée avec de la couleur et pas uniquement du noir et blanc. Cela dit, Pierre, alors tout n'est pas négatif dans le Front National. Vous venez vous-même de le dire, le débat d'ici était de meilleure qualité. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Vous m'interrogez sur la performance de Marine Le Pen. Mais passons au Front National. Oui. Il est quand même devenu très bien implanté en France. C'est un parti, j'allais dire, qui s'inspire presque du Parti communiste des années 50. À une grande différence près. Il y a un maillage quand même en France. Alors oui et non. Il y a un maillage de candidats. Ça n'est pas un parti de masse. La preuve, beaucoup de maires aujourd'hui ont une grande difficulté à trouver des assesseurs pour tenir les bureaux de vote. Parce que le Front... Alors, En Marche est un parti très jeune, un parti, un mouvement. Et puis surtout, le Front National, dans beaucoup de zones, y compris paradoxalement où il est très bien implanté électoralement, n'a pas de militants. En particulier dans les campagnes. On sait bien qu'au cantonal, au départemental ou au régional, ces candidats qui étaient fantômes, qui étaient fictifs et qui faisaient de très bons scores. Alors, on a beaucoup de candidats. Donc, ce n'est pas le Parti communiste de l'époque. Pour passer aux législatives, parce qu'on va bien être obligé d'en parler, tout à l'heure, on a un peu raté le coche avec les législatives. Effectivement, on a beaucoup de candidats fantômes, comme vous dites, puisque les candidats d'En Marche, on ne les connaît pas encore, ce qui fait quand même très long. On est quand même à un mois, même moins d'un mois des législatives. Les candidats du FN, certains sont absolument inconnus. Donc, comment on fait vous arrivez, vous, à prévoir ce qui va se passer aux législatives? Alors, non, j'arrive pas à prévoir. Mais on est un petit peu dans le cas de figure d'un changement de régime. La Libération, par exemple, ou le retour au pouvoir du général de Gaulle au tout début de la Ve République, ou après, effectivement, la première élection du général de Gaulle à la présidence de la République. Donc, est-ce qu'on va avoir un élan très fort, dynamique, donné exactement aux candidats En Marche, et puis on votera sans regarder le candidat local, mais pour donner une majorité au président élu, une certaine logique institutionnelle de la Ve République, ou bien est-ce qu'au contraire, les électeurs fidèles à leur parti d'origine, si j'ose dire, vont revenir à leur famille, vont par exemple voter pour Serge Grouard dans la 2e circonscription du Loiret, ou pour Charles-Éric Le Maignan dans la 1re, ou pour Valérie Corre dans la 6e. Ou pour Jean-Pierre Door. Voilà, je ne le sais pas plus que vous. Il est probable que ça sera un peu entre les deux, c'est-à-dire, alors je ne suis pas normand, mais comme vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a de grandes chances tout de même pour les candidats, à mon avis, d'En Marche dans la 1re, la 2e et la 6e circonscription. Donc c'est très menaçant pour Valérie Corre, pour Serge Grouard et pour Charles-Éric Le Maignan. Les circonscriptions urbaines, l'aire urbaine d'Orléans. Et puis dans les autres circonscriptions du Loiret, les 3 autres, le Front National a une bonne chance de succès. Surtout dans le cadre de triangulaires, voire même de quadrangulaires. Tout dépendra du taux de participation aux législatives. On sait que d'habitude, l'usage est que le taux est plus faible que lors des présidentielles, qui ont précédé d'un mois, parce que le camp qui a perdu la présidentielle se déplace moins. Mais là, le problème, c'est que les deux partis traditionnels ont perdu, la droite comme la gauche. Est-ce qu'ils vont tous les deux s'abstenir en plus forte proportion, ou est-ce qu'au contraire, ils vont tenter de prendre une revanche ? On ne le sait pas. Alors justement, ce qui va être déterminant, Pierre et Laurent, si Emmanuel Macron gagne, parce que ce n'est pas fait, c'est le score qu'il va obtenir s'il est bien élu ou s'il n'est pas très bien élu. Oui, tout à fait. Il y a 2 éléments qui vont, je pense, influer profondément sur le résultat des législatives, peut-être plus que les candidats locaux, une fois n'est pas coutume. C'est effectivement l'ampleur du score. Alors d'abord l'ampleur de la participation. Si effectivement la participation est très faible, je ne pense pas que ça remette en cause l'élection d'Emmanuel Macron entre nous, mais ça peut ternir effectivement cette élection. Deuxièmement, si effectivement Marine Le Pen fait quand même un bon score, malgré sa piètre performance télévisée, au-delà de 40%. Je pense que c'est à peu près ça l'étiage. Emmanuel Macron, au-delà de 60%,
Bon, évidemment, ça ne sera pas Jacques Chirac 2002, mais ça serait quand même une réussite, incontestable. Et puis le deuxième élément, c'est la composition du gouvernement. Le nom du Premier ministre, qu'on aura probablement juste après la passation de pouvoir, c'est-à-dire le 14 mai. Et puis la composition de l'équipe gouvernementale, le signal du renouvellement, de l'équilibre droite-gauche aussi, et puis de la parité, bien sûr. Donc là, il va y avoir des signaux très forts, suivant que, par exemple, Jean-Yves Le Drian, François Bayrou, Jean-Louis Borloo, ou Madame Hydrac ou Madame Goulard ou Édouard Philippe, puisque c'est les noms qui circulent, vous avez seront donné nommés. Toute votre liste. Là. Voilà. Non, j'ai pas donné Olivier Carré. Seront nommés à Matignon, le signal ne sera pas le même. Alors, il y a également ce qui s'est passé en 2002 et qui est encore dans toutes les mémoires. Est-ce que ça va avoir un impact, puisque, comme vous le disiez, on a eu Jacques Chirac élu à 90%, qui l'oublie dès le lendemain, et une grosse déception, notamment de toute la gauche qui était allée voter en se passant le nez, comme on dit. J'ajouterais à la question de Sophie, comment se fait-il qu'il n'y a pas eu de mobilisation contre le Front National et de Front républicain, puisque ce Front républicain n'existe pas, ce sont des individus qui disent non, il faut voter Macron ou non, il faut s'abstenir. Alors, sur la première partie de la question, à l'évidence, Emmanuel Macron a été très frappé de cela. C'est presque une obsession chez lui, et il est assez logique, vu sa rupture avec François Hollande, avec le gouvernement, etc., qu'il prenne conscience que le gouvernement et la majorité présidentielle, qui sera issue donc des législatives, devra tenir compte du résultat effectivement de ce vote. Une sorte d'union nationale. Oui. Oui, tout à fait. Des majorités de projets, comme a pu le dire Olivier Carré dans une interview récente à Maxence, c'est-à-dire que certains à droite, qui étaient proches d'Alain Juppé, de Nathalie Kosciusko-Morizet, pourraient effectivement, sur des projets présidentiels, participer à cette majorité. C'était l'idée d'Edgar Faure, effectivement. Oui. Et cette fois, donc, Emmanuel Macron, en fait, on peut imaginer qu'il va se décider quant à la composition de son gouvernement, et même s'agissant de la Première ministre ou du Premier ministre, suivant le résultat des élections législatives. Olivier Carré envisage qu'il pourrait garder Monsieur Cazeneuve, pendant jusqu'au lycée. Ça vous paraît cohérent ou pas ? C'est pas raisonnable. Non, c'est pas raisonnable. De toute façon, il ne le souhaiterait pas. Ne serait-ce que pour gérer les affaires courantes jusqu'à... Le signal du renouvellement ne serait pas très clair. Il y a une autre question que je vais vous poser par rapport à la Chambre des députés. Est-ce que finalement on ne va pas élire un président de la République sous le régime de la Ve République, et est-ce qu'on ne va pas retourner au régime des partis de la Quatrième République avec cette assemblée qui va être complètement introuvable? Et un risque de cohabitation. Le risque de cohabitation, je n'y crois pas tellement, non pas sur le principe. Parce qu'il faudrait une majorité. Étant donné l'état aujourd'hui de faiblesse de la gauche et de division de la droite. Oui. Donc c'est assez peu probable que la droite elle seule, par exemple, ait une majorité absolue. C'est ça une cohabitation. Ça paraît difficile. Ou que la gauche, qu'est-ce que la gauche aujourd'hui ? Les gauches s'unissent d'une part et ensuite obtiennent une majorité absolue. Donc c'est assez peu probable. Mais qu'effectivement, il y ait des majorités, disons, plus fluides, et finalement, ça ne serait pas un retour à la Quatrième République, mais ça serait en cohérence avec ce que veut introduire effectivement Emmanuel Macron, et Emmanuel Constantin l'a rappelé tout à l'heure, une dose de proportionnelle. Donc effectivement, des majorités d'idées, des majorités centristes, et un peu un système de gouvernement de grande coalition à l'allemande. Vous n'êtes pas inquiet sur des manifestations sociales dès que le président de la République sera élu? Alors, il peut toujours y avoir des manifestations sociales, et après tout, la société civile a le droit d'exister, et c'est plutôt un signe de démocratie, c'est plutôt le contraire qui serait inquiétant. Il ne faut pas oublier quand même la faiblesse aujourd'hui des syndicats, leur grande division. La CFDT, on le sait bien, est quand même plutôt favorable à Emmanuel Macron, pas forcément sur la méthode, des ordonnances en particulier, c'est mais ça, et notamment sur l'extension de la loi du travail. Tout à fait, on a même parlé de Nicole Notat, ancienne dirigeante de la CFDT, comme ministrable, voire première ministrable. Et puis, il y a toujours l'inquiétude par rapport au chômage qui, on le sait bien, n'incite pas à faire des grèves prolongées, des mouvements sociaux durs. Oui, pour l'instant, malheureusement, il y a des gens qui manifestent et qui sont très violents. On l'a vu encore récemment à Paris. Est-ce que c'est pas à craindre, justement, immédiatement l'élection présidentielle passée, d'avoir ce genre de manifestation très dure quel que soit le type de gouvernement et de président élu, il y a toujours effectivement des gens qui instrumentalisent les manifestations, qui ne sont pas des militants et qui sont là pour casser. Pour revenir très très vite sur les législatives, parce que je crois qu'on n'a plus le temps, comment
Comment vous les voyez, ces législatives, la première, la deuxième, la troisième? Allez, un petit pronostic. C'est très, très difficile puisque, comme on le disait tout à l'heure, on ne connaît pas les candidats. Il est sûr que, par exemple, votre invité de tout à l'heure, Emmanuel Constantin, enfin vos deux invités d'ailleurs, peuvent se retrouver ensemble, pas sur les mêmes bancs, au Palais Bourbon dans quelques semaines. Je pense que l'élection peut être difficile, par exemple, pour quelqu'un comme Serge Grouard, même s'il est très bien implanté. Tout dépendra du fait, triangulaire ou pas. Si le Front National se qualifie pour le deuxième tour, Serge Grouard sera en grande difficulté.